est 19h50 à Meganga dans l'Adamawa du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 7 septembre. Réveil dans l'eau ce matin à Douala. La pluie qui a duré toute la matinée a causé de nombreux dégâts dans la ville. Des inondations sur plusieurs kilomètres ont soulevé la colère des habitants qui crient leur ras-le-bol et accusent les pouvoirs publics. Une autre colère, celle de nombreux parents d'élèves qui s'opposent à l'introduction du livre intitulé « L'excellence en sciences » dans le programme de la classe de 5e. Ils disent être scandalisés et choqués par les thèmes et mots abordés dans le cadre de l'éducation à la sexualité. Dans ce journal, nous aurons l'avis d'un sociologue. Et puis, la Chine souhaite investir 60 milliards de dollars en Afrique, une promesse faite par le président chinois au cours du forum sino-africain. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a demandé l'annulation partielle ou totale de la dette des pays africains. Le sujet constitue la chronique de ce soir. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Des pluies diluviennes se sont abattues ce matin dans la ville de Douala, entraînant la colère de certains habitants. Ces derniers qui subissent les affres des inondations crient à l'abandon des pouvoirs publics, un calvaire qui dure depuis de longues années. Vanessa Mela Kamdem et Henri Tinda se sont rendus dans quelques quartiers inondés de la ville de Douala. Elles ne sont pas encore sorties de l'auberge. Ces populations de Douala, résidant dans le quartier au risque d'inondation. Les pluies qui s'abattent dans la ville ce vendredi matin les plongent dans la galère. Il est difficile pour certains de vaquer à leurs occupations et même de sortir carrément de leur domicile. C'est le cas dans cette partie du quartier Bonapriso. Avant l'arrivée des délégués du gouvernement, chaque maire curait les drains. Mais à l'arrivée de la communauté, les trains ont été abandonnés. Pourquoi? Parce que les maires n'ont plus le droit de faire les travaux qui étaient à leur charge. Maintenant, la communauté est venue. La communauté a abandonné les drains. Et je le dis haut et fort. Et surtout les drains, qui sont les drains qui tiennent le quartier. Ça fait 22 ans que je suis dans ce quartier et je vis dans ces conditions inondées et depuis ça, il n'y a pas d'évolution. Bon, j'aimerais que le gouvernement et l'État camerounais vraiment changent cette situation. L'inondation qui touche également les quartiers comme Akwa ou Bali ne rend pas non plus la vie facile aux automobilistes. Chacun doit faire preuve d'ingéniosité s'il ne veut pas abîmer son véhicule. Un calvaire qui n'est pas près de s'achever selon les météorologues locaux. Les pluies, actuellement, nous sommes en période de grande saison de pluie dans la ville de Douala. Donc, nous avons un schéma classique qui ne devrait pas susciter beaucoup d'inquiétude. On va y aller jusqu'au mois d'octobre, pratiquement. Voilà. Donc, ce sont des pluies traditionnelles qui peuvent enregistrer une hausse ou alors une baisse, selon les cas, mais nous sommes en période de grande saison de pluie. Reste donc aux autorités à prendre des mesures pour améliorer le système d'évacuation des eaux dans la ville. Dans l'actualité en région, le ministre de l'Environnement sensibilise depuis quelque temps sur l'impact socio-environnemental des activités minières sur les ressources naturelles. La campagne est en cours dans l'Adamawa, à la recherche de l'étain à Mayo-Darlé, du saphir à Marma ou de l'or à Dobaté. La biodiversité est mise à mal par des pratiques non rationnelles qui appellent la mort au milieu des populations et de leurs bêtes. Le reportage est signé Eric Ngeli. Nous sommes sur la route d'Ungéré. Comme vous pouvez le constater, les populations ont décidé de nous montrer comment elles font pour avoir quelques paillettes d'or. Nous sommes sur des motos et nous entrons dans la forêt où se déroule l'Ungéré. Nous sommes ici à Dobaté. Ce petit campement de l'arrondissement des Dires a perdu sa source d'eau à cause d'Ungéré. L'extraction artisanale de l'or
Riverains et entreprises étrangères prennent part, chacun avec ses outils, à la destruction de l'environnement dans le département du Mbéré. Voici les dégâts causés par les poclins des Chinois. L'impact de l'exploitation minière, c'est d'abord la déformation du relief. On ne peut pas dans ces conditions-ci pratiquer l'agriculture. Ils n'ont même pas remis les sites, vous voyez des trous, vous voyez les flancs d'eau, vous voyez les moustiques, quelques moustiques vous voyez, qui survolent de l'eau. Hein. C'est-à-dire toute la biodiversité est détruite. Hein. Les cours d'eau sont déviés, vous voyez les arbres de l'autre côté. C'est ce qui justifie la campagne de sensibilisation organisée par le ministère en charge avec l'appui de la République d'Allemagne contre l'impact socio-environnemental de ce phénomène. Mayo d'Arlé, créé suite à la découverte des mines d'étain Umbadam dans le Mayo Bagno, vivent les mêmes affres. On met le bâton là, c'est la technique. Si on est en train de travailler, le terre qu'on a sorti là ne tombe pas sur nous. Marma, dans l'arrondissement de Tibati, n'est pas en reste. Le couvert végétal et les lits des cours d'eau sont dévastés par des populations qui accusent la pauvreté. C'est le manque d'argent qui fait défaut. Il n'y a pas de moyens pour financer nos enfants à l'école. On fait seulement l'or là. Avec l'argent du guéré, on a acheté les pains, les assiettes, les marmites, bon, toutes les nécessités. Ce qui surprend toutefois est que la destruction de ces milieux de vie soit légalisée par des autorités locales qui délivrent des documents contre de fortes sommes. Dans l'actualité en éducation, le livre L'excellence en sciences, retenu au programme de la classe de 5e pour l'année scolaire 2018-2019, met en colère des parents. Certains disent être scandalisés par la nature des mots utilisés. D'autres, par contre, pensent que rien ne sert de tirer la sonnette d'alarme. Un sociologue rencontré par nos reporters Karel Mesatiatoya et Bertrand Tassé a porté son regard sur le manuel scolaire en question. Ça inonde les réseaux sociaux. Ce sont là des extraits du livre « L'excellence en sciences des classes de 5e ». Il s'agit précisément de la partie consacrée à l'éducation à la sexualité. L'usage des mots inquiète les parents qui n'y trouvent aucun intérêt, surtout pour les élèves dont la tranche d'âge varie de 8 à 11 ans. Morceau choisi. On amène déjà les enfants à comprendre très tôt que ceci est impliqué dans la société et que cela devrait être acceptable, ce qui n'est pas déjà convenable très tôt pour un enfant de 5e qui plus est, n'a même pas besoin de ça pour l'âge sexuellement parlant. Pour d'autres par contre, il n'y a pas péril en la demeure. Il revient aux enseignants de savoir comment s'y prendre. Calmons-nous. Le professeur qui est à l'école, qui a ce livre en main, il sait qu'est-ce qu'il va dire aux enfants. Nous, parents, à la maison, à nous aussi de savoir qu'est-ce qu'on va dire aux enfants par rapport à ce chapitre-là. Au lieu de faire ce tapage pour dire comme s'il y avait un crime. Les avis sont divergents. Question donc à un sociologue. Quel regard portez-vous sur cet ouvrage? L'intention est bonne. Celle en réalité de se mettre à éduquer nos enfants face à ces nouveaux phénomènes émergents qui sont néfastes au niveau de la santé de reproduction. Mais la manière pose un problème. Si on considère que l'école est une institution qui façonne les individus, le fait d'utiliser des mots si brutaux, si violents, sans avoir pris la peine de les couvrir d'un certain nombre de pudeurs, peut amener les uns et les autres à s'habituer et à être dans une logique de banalisation. Pour le professeur Claude Abbé, l'excellence en sciences des classes de 5e, qui soit dit en passant est introuvable dans les librairies, va à l'encontre des cultures et traditions camerounaises. Il faut tout simplement le retirer du programme de l'année scolaire 2018-2019. Approché, le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et matériel didactique
n'a pas voulu se prononcer pour le moment. En politique présidentielle 2018, parlant du code de bonne conduite et de la profession de foi, deux notions complexes et qui ont retenu l'attention ces dernières 24 heures au Cameroun. Et l'ECAM, dans un souci de démocratie et de clairvoyance, a réuni à Yaoundé les candidats de la présidentielle et certains acteurs de la société civile. C'était dans le cadre de la 7e concertation en vue de l'élaboration d'un code de bonne conduite. Patrick Ngwanya et Marius Kossou nous parlent du code de bonne conduite et de la profession de foi. Le code de bonne conduite est l'ensemble des règles que les candidats à une élection doivent respecter. Non seulement les candidats, mais toutes les autres parties prenantes, à savoir tous ceux qui sont affiliés aux candidats, et l'ECAM qui organise les élections, la société civile, les partenaires qui sont engagés, à savoir les pays étrangers qui financent plus ou moins ces élections, et puis même les électeurs. Ce code implique que les élections, au sorti du jeu politique, les élections sont claires pour tout le monde. Si chacun respecte le jeu électoral, les élections pourraient être claires, pourraient être transparentes, pourraient être équitables. C'est ça l'intérêt d'avoir un code de bonne conduite. Le code de bonne conduite est constitué d'un ensemble de règles qui se trouvent dans la Constitution, le code électoral et dans les lois qui organisent la gestion des partis politiques sur le plan national. Ainsi, que dire de la profession de foi? La profession de foi est un engagement personnel du candidat par rapport à ses aspirations politiques, ce qui l'a motivé à s'engager en politique, ce qu'il espère faire s'il est élu. Ça engage uniquement les candidats. La Constitution est signée de manière personnelle par les candidats. On espère que lorsque la campagne va s'ouvrir dans quelques jours, chaque candidat fera distribuer officiellement sa profession de foi. La profession de foi est calquée sur le code de bonne conduite et il est un acte républicain qui engage le candidat. Cependant, un vide juridique existe sur la conformité entre le code de bonne conduite et la profession de foi. Les habitants du département d'Undé ont officiellement célébré l'élection de Samou Micheline comme sénatrice de la région de l'Ouest. La cérémonie qui s'est déroulée à la place des fêtes de Banganté sous la présidence de Marcel Niat Difendi, président du Sénat, a été pour les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'Undé une occasion de renouveler leur confiance au président de la République, Paul Biya. Le compte rendu de Chiali Naga. Les populations du département d'Undé ont avec fierté exprimé leur gratitude à Paul Biya pour l'investiture et l'élection de Micheline Samou comme sénateur de la région de l'Ouest. Au cours d'un meeting spécial tenu à la place des fêtes de Banganté et présidé par Marcel Niat Difendi, président du Sénat, les chefs traditionnels, les élus locaux, en passant par les responsables du parti, les populations venues particulièrement des différents coins du département d'Undé ont de façon spéciale renouvelé le pacte de fidélité avec Paul Biya qui est et reste le candidat d'Undé. C'est le candidat de la sagesse, c'est le candidat de la continuité, c'est le candidat qui doit nous amener à bon port par rapport à tous les projets d'émergence. Et pour le Ndé surtout, parce que le président Paul Biya nous a tout donné. Au cours de cette célébration, le vivre ensemble, la réconciliation et la fédération des forces et énergies pour accompagner le président Paul Biya à meubler les discours. Pour le sénateur Samou, c'est le couronnement d'une action de militantisme engagée. Nous sommes réunis ici ce jour pour remercier et soutenir le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Je vais exprimer ma profonde gratitude, mes vifs remerciements à son Excellence, le Président de la République, Président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est à l'origine et à l'aboutissement de ce parcours politique et du privilège qui est aujourd'hui le mien d'être sénateur de la République. Il y aura eu une célébration œcuménique axée sur des prières pour la paix et la stabilité du Cameroun,
l'unité nationale et la cohésion sociale. Dans son allocution, Massénia Difendi a parlé des défis à relever. Disons-le et répétons-le, un rassemblement. Votons tous pour Paul Biya le 7 octobre 2018. Devant les invités venus de toutes les régions du Cameroun, parmi lesquels plusieurs membres du gouvernement, les populations d'Undé ont donné le signal rassurant un soutien sans faille à Paul Biya pour les échéances prochaines. En diplomatie à présent, l'ambassadeur du Japon au Cameroun est allé faire ses au revoir au ministre camerounais des Finances. C'était au cours de l'audience accordée dans les locaux du ministère par Louis-Paul Motazé. Les questions de développement et de coopération bilatérale entre les deux pays étaient au menu de l'entretien qui intervient dans un contexte de redressement économique. Le compte rendu de El Sakam et de Serge Alain Zibou. Nous reviendrons sur cet élément certainement dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, 60 milliards de dollars, c'est la somme que la Chine entend investir en Afrique. La promesse a été faite par le président chinois Xi Jinping au cours du forum sino-africain, un forum sans doute porteur pour les pays du continent africain, avec la demande d'annulation partielle ou totale de la dette des pays africains par le président Paul Biya. La rencontre dotée de plusieurs enjeux est très appréciée par les opérateurs économiques camerounais. C'est ce que nous disent Junior Ossin et Henri Tinda. La Chine promet 60 milliards de dollars d'investissement en Afrique. Une promesse sans conditions politiques. La Chine est prête à investir dans ces pays en prenant le risque. Et également, la Chine, de l'autre côté, ne fait pas comme les pays occidentaux. Ça veut dire que quand il y a un problème dans le pays, la Chine n'intervient pas. Donc, la Chine ne s'ingère pas dans des problèmes intérieurs du pays dans lequel la Chine investit. Au lendemain du forum sino-africain, tenu à Pékin du 3 au 4 septembre, les opérateurs économiques camerounais se disent satisfaits. Je remercie d'abord le président de la République, son Excellence Paul Biya. Vous voyez que le président est parti avec le président des chambres de commerce. C'est pour vous montrer que les commerçants vont beaucoup bénéficier de ce voyage. Donc je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de changements. Cette relation sino-africaine s'inscrit dans un rapport gagnant-gagnant. L'Afrique a été longtemps dominée par l'Occident, tout comme la Chine a été longtemps dominée par l'Occident. Au point où, quand la Chine vient en Afrique, la relation est à un sens de soutien, de solidarité. Et vous constatez avec moi que depuis que les Chinois sont entrés au Cameroun, il y a beaucoup de changements. Avant, ce n'est pas n'importe qui doit porter les chaussures, ce n'est pas n'importe qui doit porter les chemises, tout ça. Mais maintenant, avec moins de coûts, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas peuvent payer. Rappelons qu'au cours de cette rencontre, le chef de l'État camerounais Paul Biya a sollicité l'annulation partielle ou totale de la dette des pays africains. Mais les conditions de l'annulation de cette dette restent à négocier. La chronique de ce soir revient sur le forum de la coopération sino-africaine qui s'est tenu pendant 2 jours en Chine. L'un des points importants, c'est la demande d'annulation partielle, voire totale, de la dette des pays africains envers la Chine. La chronique de Jacques Dobel, lue par Lille Piéjou. Le début de la semaine qui s'achève aura été marqué par le 3e forum Chine-Afrique. Autrement dit, le sommet qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement du continent et du géant asiatique. Sommet au cours duquel, selon des analystes et observateurs, la dette des pays africains auprès de l'Empire du Milieu aura été le plat de résistance.
L'origine d'une telle inquiétude n'est pas à chercher ailleurs que dans les sphères où la Chine est présentée comme le tigre qui vient ravir les moutons à leur berger. La question qui brûle les lèvres est de savoir qui est plus endetté que qui. L'essentiel étant de savoir s'endetter pour des projets utiles et nécessaires et les réaliser. Voilà où il faut attirer l'attention des dirigeants africains. Si la Chine veut vraiment aider les pays africains de manière à les conduire à l'émergence, elle devrait veiller sur l'utilisation effective des fonds qu'elle consent afin qu'elle-même soit remboursée. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles des ouvriers et cadres chinois sont très visibles dans l'exécution des chantiers financés par leur pays, ce qui est souvent à l'origine des malentendus enregistrés souvent dans les dits chantiers avec les travailleurs nationaux. Il y a cependant lieu d'admettre que les avantages et les avancées de la coopération multilatérale sont légion pour nos pays. L'Afrique apparaît de plus en plus comme une belle femme qui a beaucoup d'atouts et parée d'atours, les plus clinquants pour s'attirer les faveurs des soupirants, les plus nantis et disposés à délier la bourse, les mieux disants n'ayant rien ou pas grand-chose à regretter. Pour stigmatiser la coopération sino-africaine, le pays de Xi Jinping est plutôt présenté comme un pourvoyeur d'armes, par regardant sur le respect des droits de l'homme et la gouvernance de la part de leurs partenaires africains. Qu'est-ce que les amis occidentaux ont-ils apporté de déterminant sur ces valeurs? Pas plus que des exhortations du bout de la langue et des catalogues de bonnes intentions. On ne saurait sous-estimer l'apport des pays occidentaux dans le développement des nôtres, dont les besoins sont de plus en plus énormes. Mais des ressources sont également l'acquis, judicieusement et rationnellement exploités, accéléreraient l'expansion locale et limiteraient les velléités d'immigration clandestine. Pour y arriver, les amis occidentaux de l'Afrique devraient éviter de recueillir dans des comptes privés l'argent emprunté pour développer le continent. Comme l'a récemment confié à un confrère panafricain, l'ambassadeur de Chine en France, la question de la dette africaine ne peut être réduite à un simple problème économique et financier alors qu'elle résulte d'un ordre économique international injuste. La Chine n'y est pour rien. Toujours en économie, seulement 40 jours d'activité, mais déjà 30 000 tonnes de bois de grumes manutentionnés. L'expertise camerounaise en matière de gestion des terminaux portuaires à travers le terminal polyvalent du port de Kribi est ainsi mis en exergue. Le savoir-faire développé par le groupe KPMO contribue non seulement à rendre le port compétitif, attractif, mais aussi participe au développement de l'économie camerounaise. Les détails de Robert Charlie Toc et de Stéphane Binac. Un balai en continu des bois en grumes, des dockers en action. Nous sommes sur le site du terminal polyvalent du port en eau profonde de Kribi en Boro. Ici, le balai des navires traduit de l'efficacité de la Kribi Port Multiple Operators à l'œuvre au quotidien afin de rendre cet espace portuaire non seulement compétitif, mais encore attractif vis-à-vis des ports de la sous-région et même de l'Afrique. Seulement 40 jours d'activité, 30 000 mètres cubes de bois de grumes déjà manutentionnés, de quoi se satisfaire du rythme impulsé jusqu'ici. Le bilan de KPMO au port en eau profonde de Kribi est très positif. Si je m'en tiens à ce que nous avons fait depuis le début de nos activités, que ce soit en termes de volume traité, en termes de régularité des escales des navires, qu'en ce qui concerne les cadences que nous opérons sur les bateaux. Je dois dire que avec l'amélioration souhaitée des conditions opérationnelles, nous serons en mesure de faire beaucoup mieux. La cadence journalière moyenne des marchandises manutentionnées est de 1500 tonnes. Une tendance qui se verra doubler voire tripler aussitôt les conditions de travail devenues optimales. L'expertise et la maîtrise à l'ouvrage du groupe KPMO
mise en exergue depuis le mois de juillet 2018, permet de passer à une vitesse supérieure dès ce mois de septembre avec les opérations de la filiale General Cargo et ses premiers navires à l'import. Capemo, c'est un savoir-faire 100% camerounais au service du Cameroun pour l'émergence en 2030. Que faire pour optimiser l'exécution des projets inscrits dans le budget d'investissement public 2018? Les membres du Comité national du suivi évaluation examinent depuis ce matin à Yaoundé les problèmes qui ont émaillé l'exécution physico-financière de ces projets à mi-parcours. Ils veulent proposer quelques pistes de solutions. C'est à l'occasion de la première session du comité. Le compte rendu de Delphine Fonkoutene et de Samuel Bonis. L'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, les lenteurs dans les procédures de contractualisation, les retards dans les paiements des décomptes des prestations réalisées, entre autres difficultés qui entravent la bonne exécution du budget d'investissement public 2018 au niveau régional. Il s'agit pour nous maintenant d'examiner tous ces problèmes et tous ces chiffres, de les valider avant de les rendre publics. Réunis ce 7 septembre à Yaoundé le temps de sa première session, les membres du comité national de suivi évaluent l'exécution du BIP au 30 juin 2018. Taux d'engagement 58,69%, taux de liquidation 54,55%, taux d'ordonnancement 54,19%, taux d'exécution physique 52,27%. Des statistiques qui sera en baisse par rapport à ceux de la même période de l'année 2017. Le budget d'investissement public représente 28,6% du budget de l'État au titre de l'exercice 2018. Ce budget s'exécute dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme économique et financier, appuyé par la facilité élargie de crédit conclue avec le Fonds monétaire international en 2017 et l'entrée en vigueur au deuxième trimestre 2018. De nouveaux textes induits par la réforme budgétaire en cours depuis 2007 au Cameroun. Une note au bas de ce journal, la douane camerounaise, au lieu dit Fret Aéroport, a saisi 18 colis de tramadol provenant de l'Inde. La cargaison ne portait aucun nom de destinataire, ce qui a d'ailleurs attiré l'attention des éléments de la douane. Ces produits interdits d'importation seront tout simplement détruits. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Bon, ce journal, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le grand format de l'information, c'est demain à 20h. Bon début de week-end à tous.